42 ans au pouvoir. En 2011, Mouammar Kadhafi détient le record de longévité pour un dirigeant arabe. Il a survécu aux tentatives de coup d'État, aux sanctions internationales et aux guerres frontalières. Le monde pensait le dictateur inamovible. Mais en quelques mois, tout s'est effondré. Pourquoi le régime a-t-il basculé si vite? Les services secrets étaient partout. Pourtant, la peur a changé de camp. La Libye a basculé dans le chaos total. À l'image, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Benghazi. Les manifestants brûlent les portraits du guide. Les villes se transforment en champs de bataille urbains. Les chars d'assaut tirent dans les quartiers résidentiels. Kadhafi ne recule pas. Il ordonne de traquer les opposants de maison en maison. Mais ce n'était que le début. La situation a empiré. L'OTAN a lancé ses premières frappes aériennes. Les convois militaires loyalistes sont pulvérisés sur les autoroutes. Kadhafi quitte Tripoli. Il abandonne ses palais remplis d'or pour se réfugier dans des cages de fortune. Le dictateur devient fugitif dans son propre pays. Le 20 octobre 2011, la traque s'arrête à Sirte. Un drone détecte un convoi qui tente de s'échapper. Les missiles frappent. Les survivants s'engouffrent dans des tuyaux de drainage sous la route. L'erreur était interdite. Sur les vidéos amateurs, on voit une foule en colère entoure un homme couvert de poussière. Le visage est méconnaissable, ensanglanté. Ce n'est plus le leader excentrique en costume de soie. C'est un homme terrassé, traîné sur le sol brûlant. Les cris couvrent ses supplications. Pas de tribunal, pas de cellule de prison, pas de dignité. L'histoire s'est arrêtée là, dans un fossé de béton. 1942. C'est l'année où Mouammar Kadhafi voit le jour sous une tente bédouine, près de Sirte. Sa famille est pauvre, ils vivent du bétail dans le désert libyen. Mais le jeune Mouammar voit plus grand que le sable. Il entre à l'école militaire, il étudie en Libye, puis part se perfectionner au Royaume-Uni. À l'image, un jeune officier ambitieux en uniforme impeccable. Comment un simple capitaine a-t-il pu renverser un roi? La réponse est la vitesse. 1969. Kadhafi a 27 ans. Il mène un coup d'État sans verser une goutte de sang. Le roi Idriss est chassé. Le pays change de main en quelques heures. À première vue, un libérateur, mais en réalité, un dictateur en construction. Il prend le contrôle total, il supprime la monarchie, il expulse les militaires américains et britanniques de leur base. Puis il frappe au portefeuille, il nationalise l'industrie pétrolière. L'argent coule à flot. Il invente son propre système politique, la Jamaïria. Sur le papier, c'est le pouvoir au peuple. Dans les faits, Kadhafi décide de tout, seul. L'erreur était interdite pour ses opposants. Pendant 20 ans, son nom fait trembler l'Occident. Il soutient des groupes armés partout dans le monde. Il finance des révolutions. 1988. Le vol Panam 103 explose au-dessus de Lockerbie. 270 morts. Le monde pointe Kadhafi du doigt. Les sanctions internationales tombent. La Libye est isolée. Le pays s'enfonce dans le silence diplomatique. Mais Kadhafi change de costume. Il se rêve en leader de l'Afrique et du monde arabe. Il prône l'unité du continent. Il veut être le rempart contre l'Occident. Les années 2000 marquent un tournant brutal. Il abandonne ses programmes d'armes de destruction massive. Il renoue avec les chefs d'État occidentaux. Il veut reconstruire l'économie. Mais ce n'était qu'une façade. À l'intérieur du pays, la pression monte. La liberté de parole n'existe pas. Les partis politiques sont interdits. La corruption ronge les institutions. On voit les images de l'époque. Kadhafi et ses fils vivent dans des palais luxueux. Ils s'entourent de gardes d'élite. Pendant ce temps, les Libyens ordinaires manquent de tout. L'argent du pétrole reste entre les mains d'un petit cercle fermé. La colère gronde sous la surface. Le pays est une poudrière prête à exploser. Ainsi s'est préparé le terrain de l'affrontement. Février 2011. L'étincelle s'allume en Libye. Le soulèvement n'est pas une surprise. La population rejoint le mouvement en masse. À Benghazi, la deuxième ville du pays, la tension explose. La Tunisie et l'Égypte viennent de renverser leurs dirigeants. Cette vague de révolte frappe toute la région. On l'appelle le printemps arabe. Tout commence le 15 février 2011. Des familles de prisonniers politiques se rassemblent. Elles se tiennent devant un commissariat de police. Leur but, obtenir la libération de l'avocat Fatih Terbil. Il a été arrêté le matin même. Son crime est d'avoir parlé. Il dénonçait le massacre de la prison d'Abu Salim en 1996. À l'époque, les forces de sécurité de Kadhafi avaient exécuté plus de 1200 détenus. Pourquoi cette arrestation a-t-elle tout déclenché? L'avocat était le symbole des victimes.
En le touchant, le régime a brisé le silence. La colère a changé de camp. La contestation prend de l'ampleur. Les manifestants ne reculent plus. Le 17 février 2011 devient le jour de la colère. Des milliers de Libyens envahissent les rues à Benghazi, Baïda, Tobrouk et Derna. Ils hurlent leur haine du dictateur. Ils dénoncent 40 ans de pauvreté et de répression. L'ambiance est électrique. Les slogans résonnent contre les murs des bâtiments officiels. La réaction du pouvoir est immédiate. Pas de dialogue, pas de concession. Kadhafi déploie ses unités d'élite. L'agence de sécurité intérieure et les comités révolutionnaires entrent en scène. Les soldats épaulent leurs fusils d'assaut. Ils ouvrent le feu sur la foule désarmée. Les balles sifflent dans les avenues. À l'image, des corps tombent sur le goudron. On voit des manifestants transporter des blessés à bout de bras. Le chaos est total. Le bilan tombe. En seulement 4 jours, les hôpitaux comptent plus de 230 morts. Les rapports médicaux sont clairs. Les victimes ont été visées pour tuer. La plupart présentent des impacts de balles en plein thorax ou dans la tête. Les tireurs d'élite n'ont laissé aucune chance. La situation a empiré. Le régime a choisi le sang. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. 20 février 2011. C'est la date où le régime a franchi le point de non-retour. L'armée a reçu l'ordre d'utiliser des munitions réelles contre des foules sans armes. Kadhafi n'a pas cherché le calme. Il a envoyé des renforts massifs. Des tireurs d'élite ont pris position sur les toits pour abattre les manifestants. À la télévision d'État, le discours est radical. Le gouvernement accuse des agents étrangers et des jeunes drogués d'être à l'origine de la révolte. Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du dictateur, apparaît à l'écran. Son message est une menace directe. Il prévient qu'une guerre civile approche. Il promet que des rivières de sang couleront si les protestations continuent. Pourquoi cette violence n'a-t-elle pas fonctionné? La peur a changé de camp. Mais en réalité, la répression a seulement poussé le peuple à résister davantage. Fin février, le système se fissure de l'intérieur. Les premières défections militaires commencent. À Benghazi, des unités entières refusent d'ouvrir le feu sur les civils. La 36e brigade change de camp. Sous les ordres du général Souleymane Mahmoud, les soldats se retournent contre le régime. Ils aident les rebelles à prendre le contrôle total de la ville. Sur les images d'époque, on voit des bâtiments officiels en flammes. Les commissariats sont pris d'assaut. Les manifestants forcent les armureries et saisissent les fusils. Le 24 février, le constat est brutal pour Tripoli. La majeure partie de l'est de la Libye échappe au contrôle de Kadhafi. La situation a empiré. Des villes comme Tobrouk, Misrata, Baïda et Zaouïa deviennent des champs de bataille. Les affrontements sont féroces. Les civils s'arment avec le matériel pillé dans les bases militaires. L'aviation est elle aussi touchée par la fronde. Plusieurs pilotes de l'armée de l'air refusent de bombarder leur propre ville. Ils détournent leurs avions de chasse vers Malte pour demander l'asile politique. L'opposition s'organise rapidement. Le 27 février, le Conseil national de transition est officiellement formé à Benghazi. Mustapha Abdul Jalil, l'ancien ministre de la Justice, prend la tête de cette structure. Le CNT affirme représenter les forces révolutionnaires. Le plan est simple, construire une Libye sans Kadhafi. Mais ce n'était que le début d'un conflit sanglant. Kadhafi s'accroche à Tripoli et aux zones de l'Ouest. Il dispose encore de ressources majeures. Ses forces comptent des unités d'élite comme la brigade Kamis, dirigée par son fils. Il possède des chars lourds et de l'artillerie. Pour renforcer ses rangs, le régime recrute aussi des mercenaires étrangers. Le pays est désormais coupé en deux. L'affrontement final devenait inévitable. Des mercenaires recrutés au Tchad, au Mali et au Niger. Mouammar Kadhafi a fait appel à ses combattants étrangers pour écraser la révolte. Au début du mois de mars 2011, la situation devient critique. Les forces du régime déploient l'artillerie lourde. Des chars d'assaut et des avions de chasse frappent les villes aux mains des rebelles. Les civils subissent des bombardements massifs, particulièrement dans l'est du pays, à Benghazi et Ajdabiya. À l'image, des quartiers résidentiels réduits en cendres par les obus. Les journaux télévisés du monde entier diffusent ces séquences brutales. Une peur s'installe partout. Si Kadhafi atteint Benghazi, le massacre est inévitable. Pourquoi la communauté internationale a-t-elle réagi? La menace d'un bain de sang était réelle. Le 12 mars, la Ligue arabe se réunit en urgence. Les pays membres réclament officiellement une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Ce soutien régional change tout. Il donne une légitimité à une intervention étrangère.
Au même moment, la France et le Royaume-Uni accentuent la pression sur les Nations Unies. Les diplomates s'activent dans les couloirs du pouvoir. Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1973. 10 voix pour, 5 abstentions. La Russie et la Chine refusent de voter, mais ne bloquent pas le texte. La résolution est claire. Elle autorise l'usage de tous les moyens nécessaires pour protéger la population. Cela inclut la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne et l'interdiction de tout vol militaire libyen. Un cessez-le-feu immédiat est exigé. Mais Kadhafi ignore l'avertissement. À première vue, un avertissement diplomatique. Mais en réalité, le prélude d'une guerre. 48 heures plus tard, le 19 mars, les premières frappes commencent. Une coalition se forme rapidement autour des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Italie. Les premiers missiles visent les systèmes de défense anti-aérienne, les stations radars et les centres de communication militaire du régime. On entend le sifflement des missiles de croisière. Plus de 110 Tomahawks sont lancés depuis des navires de guerre américains et britanniques positionnés en Méditerranée. Dans le ciel de Benghazi, des chasseurs français détruisent les colonnes de chars qui avancent vers la ville. L'action militaire prend un nom, Opération Odyssey Dawn. L'objectif est précis, stopper l'offensive contre les civils et protéger les zones de résistance rebelles. Mais la structure de commandement évolue vite. Le 23 mars, l'OTAN prend la direction totale des opérations. La mission change de nom et devient l'opération Unified Protector. L'Alliance regroupe alors 28 membres de l'OTAN et des partenaires extérieurs comme le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie. La guerre aérienne est désormais totale. Les forces de Kadhafi perdent l'initiative. Le ciel ne leur appartient plus. 19 mars 2011. C'est la date où le ciel libyen a changé de camp. La campagne aérienne a commencé avec une brutalité chirurgicale. En quelques jours, une grande partie de l'infrastructure militaire de Mouammar Kadhafi n'existait plus. Comment le régime a-t-il pu s'effondrer si vite? L'aviation loyaliste a été clouée au sol. En réalité, elle a été pulvérisée. Les chasseurs MiG-23 et les bombardiers Sukhoi ont été frappés directement dans leur hangar. Les pistes des bases aériennes ont été défoncées par des bombes à guidage laser. Mais ce n'était que le début. Les lanceurs de roquettes à longue portée, les convois de ravitaillement et les centres de commandement ont été pris pour cible. Au cours des 2 premières semaines, des dizaines de chars et de véhicules blindés ont été réduits en cendres, principalement aux abords de Misrata et de Zintan. À l'image, des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus du désert. En mer, la pression était totale. L'OTAN a instauré un embargo sur les armes. Des navires de guerre patrouillaient le long des côtes libyennes. Chaque bâtiment suspect était intercepté. Aucune munition, aucun fusil ne devait atteindre les ports de Kadhafi. La logistique du régime était en train d'asphyxier. Pourtant, Kadhafi restait provocateur. Il apparaissait encore sur la télévision d'État. Ses discours étaient violents. Il accusait l'OTAN de vouloir coloniser la Libye pour voler son pétrole. Il insultait les rebelles, les traitant de rats et de traîtres. Sa promesse était claire, nettoyer le pays rue par rue, maison par maison. Le régime a tenté de riposter. Les batteries de missiles sol-air de fabrication russe ont ouvert le feu contre les avions alliés. Mais les systèmes de brouillage électronique ont tout neutralisé. Les raids aériens continuaient sans interruption. À la mi-2011, le rapport de force a basculé. L'armée de Kadhafi était à bout de souffle. Les dépôts de munitions explosaient les uns après les autres. Les lignes de ravitaillement étaient coupées. Les groupes rebelles des montagnes de l'ouest, du front de Misrata et de l'est, ont commencé à converger vers Tripoli. L'étau se resserrait. 20 août 2011. C'est le lancement de l'opération Mermaid Dawn. C'était l'assaut final sur la capitale. Un plan coordonné, préparé dans l'ombre. Des combattants s'étaient infiltrés secrètement dans la ville des semaines auparavant. À l'image, des civils sortent des fusils d'assaut dessous des bâches. Les insurgés de l'intérieur se sont soulevés d'un coup. Au même moment, des colonnes armées fonçaient sur Tripoli depuis l'extérieur. Pendant 5 jours, les combats ont été acharnés. Les quartiers de Tadjoura, Fashloum et Souk al-Jumaa se sont transformés en zone de guerre. Les loyalistes ont essayé de tenir. Des tireurs d'élite étaient postés sur les toits. Des chars tiraient au milieu des habitations. Mais la vitesse de l'avance rebelle était trop forte. Face au chaos, de nombreux soldats de Kadhafi ont jeté leurs uniformes pour s'enfuir. D'autres ont levé les mains en signe de reddition. Le 23 août, le symbole est tombé. Les rebelles ont forcé l'entrée de Bab al-Azizia. C'était le complexe ultra-fortifié de Kadhafi en plein centre de Tripoli.
le cœur du pouvoir depuis 40 ans. Le site était une forteresse, murs de béton armé, bunkers profonds et tunnels souterrains complexes. À l'image, les rebelles piétinent une tête en bronze du dictateur. À l'intérieur, les assaillants ont découvert un autre monde. Des objets de luxe, des stocks d'armes dorées, des documents secrets éparpillés sur le sol. Tout indiquait un départ précipité. Les tasses de café étaient encore pleines. Mais l'homme fort de la Libye n'était plus là. Au moment où Tripoli tombait, Kadhafi était déjà loin. Les rapports de renseignement indiquent qu'il a quitté la ville juste avant l'attaque finale. La chute était totale. Ainsi s'est achevée une époque de 4 décennies. 19 août 2011. C'est à cette date que la traque s'intensifie. Mouammar Kadhafi ne reste jamais au même endroit plus de quelques heures. Il utilise des réseaux tribaux fidèles pour changer de planque en permanence. Sa famille aussi est en fuite. Pourquoi n'ont-ils pas quitté le pays ensemble? La sécurité exigeait la dispersion, mais la pression est devenue trop forte. Le 29 août, une partie du clan franchit la frontière algérienne. Sa femme, Safia Farkash, sa fille Aïcha et ses fils Hannibal et Mohamed obtiennent un refuge temporaire. Un autre fils, Saadi Kadhafi, s'enfuit plus tard vers le Niger, où les autorités l'arrêtent immédiatement. Mais pour le colonel, la fuite à l'étranger est exclue. À ses yeux, partir signifie admettre une défaite totale devant le monde entier. Kadhafi choisit de rester sur ses terres. Il cherche la protection des tribus loyalistes. Son objectif est clair, rejoindre Sirte. À l'image, une ville côtière entre Tripoli et Benghazi. Sirte n'est pas qu'un point sur la carte. C'est sa ville natale. C'est là qu'il a investi des milliards. Il a transformé ce port de pêche en une vitrine de son pouvoir avec des centres de conférences modernes, des routes larges et des bâtiments officiels imposants. Il y a organisé des sommets de l'Union africaine. Il voulait même en faire la capitale des États-Unis d'Afrique. Début septembre 2011, Kadhafi entre dans Sirte. Mais il n'est plus le leader triomphant. Son entourage se réduit chaque jour. Ses derniers fidèles sont des gardes du corps, des conseillers proches et des combattants de sa propre tribu, les Kadhafa. Ils connaissent chaque rue, chaque bunker de la zone. Sur la vidéo, on distingue des colonnes de pick-up lourdement armées. 2 de ses fils sont encore à ses côtés. Moattassem Kadhafi gère les opérations militaires. Saïf al-Islam, l'héritier politique, se déplace entre plusieurs caches dans les environs. Ils ne communiquent plus par téléphone pour éviter les drones de l'OTAN. Ils utilisent des messagers à pied. Mais la situation empire. Tripoli est définitivement perdue. Le cercle se referme sur les derniers quartiers de la ville. L'étau est désormais total. Ainsi commençait le dernier acte. Sirte. C'est ici que se joue l'acte final du régime de Kadhafi. La ville est devenue une impasse. Toutes les issues sont bloquées, les communications sont coupées, les stocks de nourriture et de munitions s'épuisent d'heure en heure. Pourquoi Kadhafi ne s'est-il pas enfui? Il avait encore de l'or et des partisans dans le désert. Mais son refus de l'exil était total. Il a choisi de rester et de se battre. À la mi-septembre 2011, les forces du Conseil national de transition encerclent totalement la zone. Le CNT est désormais le gouvernement officiel aux yeux du monde. Des milliers de combattants convergent vers Sirte. Les brigades arrivent de Misrata, de Benghazi et de Zintan. Elles verrouillent l'Est et l'Ouest. L'objectif est clair, capturer le dictateur et briser la dernière résistance. Les rebelles anticipent une victoire rapide. Mais la réalité du terrain est différente. À l'image, des snipers postés sur les toits. Les loyalistes ont transformé chaque bâtiment en forteresse. Ils utilisent des maisons, des écoles et des hôpitaux pour se protéger. Les routes principales sont piégées. On y trouve des mines anti-chars et des engins explosifs improvisés. À première vue, une ville côtière. Mais en réalité, un champ de mines à ciel ouvert. Le bombardement commence à la mi-septembre. Le bruit est incessant. Les roquettes Grad et les obus de mortier frappent les quartiers résidentiels chaque jour. Les chars tirent à bout portant sur les immeubles. Dans le ciel, les avions de l'OTAN ciblent les bunkers et les centres de commandement. Les civils tentent de fuir. Beaucoup restent bloqués sous les décombres. L'infrastructure de la ville s'effondre. L'eau et l'électricité n'existent plus. La situation a empiré. À l'intérieur des murs, Kadhafi change de cachette en permanence. Il se déplace entre des maisons abandonnées et des tunnels souterrains. Il n'y a plus de structure de commandement. Les ordres sont flous. Le moral des troupes loyalistes est au plus bas. Pourtant, Kadhafi exige une résistance acharnée. Son fils, Moattassem, coordonne les dernières lignes de défense. Il tente de repousser l'avancée des rebelles mètre par mètre.
À la fin du mois de septembre, l'étau se referme. Le CNT contrôle les banlieues. L'assaut final commence bloc par bloc. C'est une guerre urbaine lente et sanglante. Chaque carrefour est un piège. Les pertes humaines augmentent dans les deux camps. Sur la vidéo, on voit la poussière des explosions recouvrir les rues. Au-dessus de la ville, le sifflement des moteurs est permanent. Les drones et les avions de surveillance de l'OTAN scannent chaque centimètre carré. Ils traquent les signatures thermiques et les signaux radio. Ils cherchent un seul homme. Il n'y avait pas de retour en arrière. La traque finale était lancée. Le compte à rebours de la chute de Sirte avait commencé. Les signaux radio étaient devenus des cibles. Kadhafi a donné un ordre strict à son groupe. Aucun téléphone, aucune radio, aucun équipement électronique. Le silence total était la seule protection contre les frappes aériennes. Leurs rares téléphones satellites restaient éteints dans des sacs. Ils ne les utilisaient que quelques secondes pour limiter le risque de localisation. Pour communiquer, ils utilisaient des messagers humains. Ces hommes traversaient les ruines de la ville à pied pour porter des ordres écrits d'une planque à l'autre. Pourquoi ont-ils choisi cette méthode archaïque? Le risque technologique. Le moindre signal déclenchait un bombardement immédiat. L'électricité et l'eau étaient coupées depuis des semaines. Le groupe survivait grâce à des boîtes de conserve et des rations sèches. Parfois, ils récupéraient ce qui restait dans les magasins dévastés par les tirs d'artillerie. Quelques civils fidèles apportaient encore des vivres, cachés sous leurs vêtements. La faim était constante, la déshydratation aussi. À l'image, des visages creusés par la fatigue et la poussière. Il n'y avait plus de fournitures médicales. Les combattants blessés étaient soignés avec des outils rudimentaires, souvent sans anesthésie. Les antibiotiques étaient devenus une denrée plus précieuse que les munitions. Les infections se propageaient vite dans l'humidité des sous-sols. Kadhafi et ses hommes souffraient de maladies liées aux conditions sanitaires déplorables. À ce moment précis, il ne restait plus que 200 combattants loyaux autour de lui. La plupart appartenaient à sa propre tribu. Ces hommes venaient de Sirte ou des localités voisines. Ils formaient un dernier rempart, une garde rapprochée qui ne le quittait jamais. À première vue, une armée. Mais en réalité, un groupe de survivants traqués. L'erreur était interdite. Chaque mouvement pouvait être le dernier. Les combattants vérifiaient leurs armes en silence dans l'obscurité. On entend le clic métallique d'un chargeur que l'on insère. Les communications par messager ralentissaient tout, mais elles permettaient de rester en vie un jour de plus. La situation a empiré d'heure en heure. L'étau se resserrait sur Sirte.